nous allons dès à présent démarrer la première des 3 tables rondes de la matinée et je vais avoir le plaisir d'accueillir Laure Magré, directrice déléguée au développement RH Lagardère, Emmanuel Copin, directeur du capital humain et du dialogue Generali, Luis Molina, directeur de l'emploi et du développement des salariés d'EDF, Christophe Valenti, directeur des politiques de l'emploi, du recrutement et de la formation SNCF, et Stéphane Diagana, parrain, ambassadeur et membre du board du Challenge du monde des grandes écoles et universités. Alors Laure, ma première question est pour toi. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les 4 branches du groupe Lagardère? Alors bonjour à tous. Donc, effectivement, le groupe Lagardère, c'est un groupe qui est très divers, structuré en 4 branches d'activité. Médias. On va clairement dire que le groupe Lagardère, c'est un groupe de médias. Donc, on est présent sur tout ce qui est livres, avec la marque Hachette Livre. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le groupe Lagardère, c'est beaucoup de marques très connues, mais qui ne sont pas forcément reliées à la marque Lagardère, que vous ne connaissez pas forcément sous l'entité Lagardère. Donc, on a tout ce qui est Hachette Livre, avec des marques aussi connues que Larousse, Fayard, Lattès, Hatier, Hachette Éducation. Tout ça, c'est des noms que vous connaissez, des marques que vous connaissez, qui font partie du groupe Lagardère. On a également tout ce qui est le secteur travel retail, avec des marques comme Relais, que vous connaissez dans toutes les gares, les aéroports. Donc voilà, on est présent sur cet environnement-là. On a la partie Lagardère Active, qui est un groupe média qui fait de la presse, avec les marques comme Elle, Paris Match, tout ce qui est radio, télé, Europe 1, Virgin Radio, RFM. Un groupe aussi qui regroupe de la production audiovisuelle et puis des sites internet numériques comme Doctissimo, pour ceux qui veulent comprendre. Ensuite, on a toute une branche de gestion de droits sportifs médias qui s'appelle Lagardère Sport également, et tout ce qui est Lagardère Sport Entertainment, avec aussi la gestion de salles de spectacle comme le Casino de Paris ou les Folies Bergères. Donc une grosse diversité de métiers au sein de notre groupe. Voilà. Justement, c'est la variété des métiers au sein de Lagardère qui permet de fidéliser les jeunes diplômés qui rejoignent le groupe? Alors, c'est vrai qu'on a une grosse diversité de métiers, donc qui fidélise de fait les collaborateurs, parce que la diversité de nos branches nous permet de prévoir des évolutions de carrière. Mais notre objectif, c'est pas vraiment la fidélisation en sens premier, c'est d'abord d'attirer des talents. Parce que chez nous, on va davantage développer une approche individualisée des évolutions de carrière. D'accord ? Donc on va accueillir la personne, elle va entrer dans son poste, développer ses compétences, et quand elle se sentira bien au bout du premier poste, on va le faire accompagner la personne dans son projet professionnel, voir s'il y a des besoins qui coïncident, mais tout cela va être très individualisé. Voilà, on privilégie cet aspect-là. C'est des métiers très créatifs aussi, donc on est plus sur l'approche individuelle que sur des approches globales. Merci Laure. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'assurance est aujourd'hui un métier moderne dans lequel on peut s'épanouir dans des carrières? Bien sûr, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que l'image de l'assurance n'est pas très attractive. On a plutôt l'image d'une entreprise assez poussiéreuse, bureaucratique, parfois ennuyeuse. La vérité est très loin de l'image qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'on essaye tous finalement de changer. On est en train de vivre une vraie révolution, la révolution du client et du digital. Il n'y a pas un patron d'une société d'assurance aujourd'hui qui se réveille en se disant comment demain je serai en situation finalement de faire face à un Google, à un Amazon. Et notre révolution qui est en train de se passer aujourd'hui en interne est juste incroyable et très dynamique. L'assurance, c'est un beau métier. L'assurance, c'est un métier qui a une forte dimension humaine. Notre mission est de protéger les personnes, les biens, les entreprises des différents aléas de la vie. C'est une matière riche qui est en constante évolution et qui présente en effet au quotidien un certain nombre de perspectives et finalement d'enjeux qui sont très motivants pour l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans ce secteur. Et quelles sont justement les compétences et les formations que tu recherches plus particulièrement? Nous, on fait le secteur en général et Generali également. On fait le choix des jeunes. Donc on fait pari des jeunes puisque notre pyramide des âges aujourd'hui a plus la forme d'un champignon ou d'une pyramide inversée qu'un rectangle finalement. Donc on a un enjeu de recrutement des jeunes. C'est notre priorité qui est clairement affichée. Cette année, chez Generali, 200 collaborateurs vont partir en retraite. C'est près de 30% de nos effectifs dans les 10 ans qui viennent qui vont finalement avoir
la possibilité de partir en retraite. Donc voilà, donc notre choix, et on l'affirme, et c'est aussi pour ça qu'on est présent aujourd'hui, c'est d'être en situation d'attirer les meilleurs d'entre vous. On recherche des profils sur l'ensemble de nos métiers, à la fois des métiers assurance et puis des métiers, on va dire, plus support, l'informatique, la finance, la RH. On recherche des collaborateurs de Bac+2 à Bac+5, et puis on recherche surtout des personnalités qui sont en situation de nous accompagner dans notre transformation. Merci Emmanuel. Luis, je vais me tourner vers vous pour, pour vous demander quels sont les défis de recrutement que le groupe EDF va relever en 2016. Alors, EDF a un peu fait l'actualité sur les questions d'emploi dernièrement, parce que c'est vrai que si vous avez entendu les médias, nous avons annoncé que nous allions baisser nos effectifs. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est pour ça que les médias ont relayé. Nous allons, dans les années qui viennent, diminuer l'emploi au niveau de DFSA de l'ordre de 3 à 4 000 personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceci vient après une période où on a beaucoup cru en termes d'emploi et on a beaucoup recruté. Un chiffre, au cours des 6 dernières années, nous avons recruté 27 000 collaborateurs en France. On a relevé le quart de nos effectifs. C'était lié en fait au départ de nombreux collaborateurs qui partaient à la retraite, en particulier les gens qui étaient dans le nucléaire. Donc, à l'avenir, on va recruter un peu moins que par le passé, mais on va être encore un gros recruteur sur le marché de l'énergie. On prévoit de recruter l'année prochaine, cette année, en 2016, de l'ordre de 3 000 à 3 500 collaborateurs donc sur le périmètre France, c'est-à-dire les activités à la fois de production, de distribution et de commercialisation de l'électricité. Et nous allons recruter, bien sûr, essentiellement des jeunes techniciens, Bac+2, des jeunes ingénieurs, surtout des ingénieurs, pour aller vers les métiers donc, de la production, de la distribution, de l'électricité, mais aussi les nouveaux métiers. Le numérique, ce n'est pas uniquement dans les assurances, ce n'est pas uniquement chez Lagardère, c'est partout le numérique aujourd'hui, partout, y compris dans les entreprises traditionnelles comme les nôtres, où nous sommes complètement impactés par ces nouvelles technologies. Je prendrai un exemple très simple, le big data dans les RH, on est entre gens de RH ici, le big data des RH, c'est une véritable révolution, et on a besoin aussi dans les RH de data scientists, c'est-à-dire des formats, pour faire simple, qui sortent des écoles, qui vont traiter des algorithmes pour nous aider à mieux traiter des thématiques RH. Alors justement, en termes d'attractivité des talents, le groupe EDF mise-t-il plus sur ses capacités d'innovation technologique ou sur son potentiel de transformer la société qui nous entoure ? J'allais dire les deux, mon général, mais en fait, le groupe EDF est extrêmement attractif. On fait partie depuis des années du top 5 des entreprises préférées des élèves dans les écoles d'ingénieurs. On nous remet quelques prix par différents organismes et on est toujours sur les podiums avec toujours les mêmes, avec Airbus, avec Thales, à recevoir ces prix. On est donc extrêmement attractif et on souhaite le rester avec, bien sûr, proposant aux jeunes qui nous rejoignent de l'innovation. À la fois, l'entreprise investit énormément dans la R&D. Nous sommes la utility qui investit le plus dans le monde en matière de R&D, avec aussi les investissements dans les nouvelles technologies comme le numérique que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons même mis en place, en termes de communication, un prix, ce qu'on appelle les prix Pulse. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site edf.fr, je vous recommande d'y aller. Vous verrez que vous avez un certain nombre d'initiatives sur ces prix. C'est un prix, en fait, pour des jeunes entreprises, des startups qui travaillent dans le monde de l'énergie et que nous allons sponsoriser pour développer justement l'innovation. L'innovation, bien sûr, mais aussi la transformation de la société. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle plus que, bien sûr, de la transformation énergétique et de l'économie bas carbone après la COP21 qui a eu lieu à Paris ces derniers mois. Ce qu'il faut savoir, mais vous le savez certainement, c'est que grâce en fait, à EDF et au système de production à partir du nucléaire, la France est le pays qui émet le moins de carbone par habitant, le moins de carbone. Et donc nous allons continuer dans cette idée, poussé par les pouvoirs publics, notre actionnaire en fait, qui a promulgué une loi sur la transition énergétique, et nous allons équilibrer notre système de production entre toujours du nucléaire bien sûr, mais aussi des énergies renouvelables. Et ça, les jeunes qui nous rejoindront, ils vont participer à cette transformation du monde de l'énergie pour un meilleur avenir pour nos enfants. Merci. Christophe, quels sont les enjeux de recrutement auxquels la SNCF est confrontée aujourd'hui ? Bonjour, bonjour à tout le monde. Les enjeux, on va être assez proche des problématiques d'EDF. Vous avez là deux entreprises qui sont souvent en concurrence sur le podium des grandes entreprises françaises. C'est la loi des grands nombres. Nous, on a recruté aussi peut-être entre 30 000 personnes dans les 5-6 dernières années. On va recruter 5 500 personnes sur le domaine historique de la SNCF, qui est aussi un groupe
de 240 000 personnes présentes dans le monde, avec Geodis, Keolis, enfin, toutes les marques du transport. On est sur des problématiques de transformation de la société complète. Le transport évolue à une vitesse extrêmement importante. On a des concurrents qui arrivent tous les jours. Aujourd'hui, il y a les VTC, il y a Blablacar, il y a les cars interrégionaux, et on doit s'adapter à ces transformations, et le recrutement doit s'adapter à ces transformations avec des compétences nouvelles et des compétences assez pointues, parce que si on prend encore toujours la loi des grands nombres, la SNCF, c'est 10 millions de personnes transportées chaque jour. Pour transporter 10 millions de personnes, il faut de la relation client, il faut du marketing, il faut faire connaître, mais il faut aussi des ingénieurs, des mathématiciens, arriver à faire circuler 15 000 trains, dont 5 000 quasiment en même temps, simultanément, sur des zones denses comme Paris. Ce sont des choses qui nécessitent beaucoup de compétences. Donc nos enjeux de recrutement, c'est de renouveler avec une génération qui part de la SNCF, la génération baby-boomer et un peu après, recruter dans les années 80, recruter des compétences nouvelles et très variées, puisqu'on a une variété de métiers qui est extrêmement importante, que ce soit, encore une fois, dans le domaine technique, commercial, relationnel, mathématique, marketing. On a beaucoup de métiers, on répertorie à peu près 150 métiers à la SNCF. Donc l'enjeu de recrutement, c'est d'arriver à avoir les talents. Puis je dirais avec une chose qui est un petit peu particulière pour mon entreprise, c'est que je pense qu'à peu près tout le monde connaît la SNCF dans la salle, mais personne ne la connaît vraiment. C'est une entreprise publique, connue du public, utilisée par le public. En général, je m'amuse à faire lever les bras pour savoir qui a déjà pris le train, donc une sorte de plébiscite assez fort, mais que personne ne connaît vraiment dans tout ce qui est fait derrière. C'est un peu un théâtre tous les jours, la SNCF. Tous les jours, il y a un défi, transporter encore une fois 10 millions de personnes chaque jour, en essayant d'avoir le moins de problèmes possible dans un système qui est extrêmement contraint. Donc c'est ces défis-là que auxquels le recrutement doit répondre. Accueillir des stagiaires et des alternants, c'est aussi un axe fort de la politique de recrutement de la SNCF. Je dirais on a surtout beaucoup d'axes forts en fait dans la politique de recrutement, et surtout ce qu'on cherche, et c'est aussi notre présence dans ce type d'opération, mais on y reviendra peut-être, ce qu'on cherche c'est à diversifier les choses. Là encore une fois, on a 7 000 alternants présents en permanence à la SNCF, entre 3 et 4 000 qui entrent et qui sortent de la SNCF chaque année. Un bon millier sur des diplômes d'ingénieur, de Master 1, Master 2, donc un bon millier sur des études supérieures. 98% des alternants chez nous se disent très satisfaits de l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est des scores soviétiques, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on investit énormément dans la formation, même si on ne recrute pas tout le monde, bien sûr, puisqu'il y a un certain nombre de besoins qui sont satisfaits par ailleurs, puisque justement on a aussi des stagiaires, on a aussi tout un tas de politiques vis-à-vis des jeunes, peu ou pas qualifiés, vis-à-vis d'autres populations. Il y a dans la salle un sportif de haut niveau qui est à la SNCF, Toran, qui justement fait partie des types de parcours que l'on veut faire, c'est-à-dire comment connaître l'entreprise, la découvrir petit à petit, par l'alternance, les stages ou d'autres modalités, pour arriver justement à capter ses talents et à donner cette envie de nous rejoindre. Merci. Stéphane, que penses-tu de l'association sport et recrutement dans un stade ? Bonjour à toutes et à tous. 8e édition déjà, ça va vite. L'événement a grandi, mais le concept n'a pas changé, les principes sont toujours les mêmes. Effectivement, se servir du sport comme terrain de rencontre, je le dis souvent, on parle de rencontre sportive, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au départ, c'est fait pour se rencontrer. Parfois, ça ne se passe pas toujours comme on le veut, mais c'est le principe du sport, et je crois que les entreprises, si elles sont aussi présentes à soutenir le sport, à sponsoriser des événements, des équipes, des sportifs, c'est qu'elles partagent avec le monde du sport un idéal commun, celui du dépassement, dans le respect des règles et de l'éthique. Alors malheureusement, de part et d'autre, on voit des transgressions, que ce soit du côté du sport ou du côté de l'entreprise, mais je crois que beaucoup des acteurs du sport et de l'entreprise partagent cet idéal, ont envie de le faire vivre de manière sincère. Et donc voilà, c'est un terrain de rencontre, on a un langage commun, on parle de compétition, de concurrence aussi, et c'est un terrain de rencontre qui permet, comme je disais, dans le film qu'on a pu voir, mais comme beaucoup en sont convaincus, aux étudiants,
qu'ils soient sportifs, qu'ils soient supporters, pom-pom, et aux responsables d'entreprise présents, aux acteurs de l'entreprise présents sur le terrain, aux côtés des étudiants, qu'ils soient au forum ou qu'ils participent à des manifestations sportives, aux 10 km notamment, de se rencontrer en terrain neutre et convivial. Et ça, c'est important, ça permet de se rencontrer différemment. C'est ce qu'apprécient aussi, et on le voit dans les témoignages, les entreprises. Ça permet d'avoir un contact plus direct, de sortir des postures côté étudiant et côté entreprise. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Merci Stéphane. Laure, tu expliques souvent que la diversité est l'un des maîtres mots du groupe. Eu égard à la multitude des marques que tu expliquais tout à l'heure, la diversité au sein de Lagardère se conjugue-t-elle au pluriel ou au singulier ? Alors, moi je dirais que la diversité se conjugue ni au pluriel ni au singulier, mais qu'en fait le groupe est singulier et pluriel. Ce serait le parallèle. On est pluriel justement par la diversité des marques, des métiers, des entités, l'indépendance d'esprit de toutes nos entités. Chaque branche est un groupe à part entière avec des marques très fortes qui sont très indépendantes les unes des autres. Mais on est unique aussi parce que ce qui relie toutes ces marques et toutes ces entités, c'est le fondement du groupe qui est basé sur les valeurs qu'on a tous à l'esprit, que sont l'audace, l'indépendance et la créativité. Donc voilà, l'indépendance est déjà inscrite dans l'ADN du groupe. Nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est clairement des collaborateurs qui reflètent cette diversité, ce singulier et ce pluriel. Donc, à l'image de notre entreprise, on cherche des seniors, des hommes, sur des métiers féminisés, un peu plus de handicap, l'origine ethnique. Les jeunes, là où on a beaucoup d'ancienneté, parce qu'il y a des métiers où on a plus d'ancienneté que de jeunes, un peu même problématique que certains. Et voilà. Et nous, en fait, on cherche vraiment des personnalités qui vont s'inscrire dans le groupe, le développer. Et voilà, c'est la diversité de nos collaborateurs qui permet aussi à notre groupe d'avancer. Et c'est ça qu'on cherche. Ok. Le groupe Lagardère est présent depuis la toute première édition du Challenge. Oui. Quel est le regard que tu portes sur cet événement ? Alors, c'est vrai que la rencontre des étudiants et de l'entreprise autour d'un événement sportif, c'est quelque chose qui est une très belle idée, auquel le groupe a immédiatement souscrit. Je crois que c'est vrai que dès le départ, on a été présent. Et en fait, quand on est encore présent aujourd'hui, on est fiers d'y participer parce que c'est aussi ça, le groupe. On aime accompagner les projets qui semblent innovants, s'engager aux côtés, et quand ça fonctionne, on continue avec un soutien assez indéfectible. Et c'est aussi la marque de fabrique du groupe, et c'est aussi pour ça qu'on est encore présent cette année. Et moi, c'est ma première édition, donc je vais découvrir tout le parcours, mais ce que j'en pense, c'est que c'est le seul événement qui existe aujourd'hui qui permet d'avoir tout au long de l'année une relation avec les étudiants par l'ampleur de la communication qui est faite, et le jour de l'événement lui-même, du challenge, un échange entre nos collaborateurs, les étudiants, et puis autour du sport. Et ça, c'est vraiment une très belle idée auquel on croit et auquel on est toujours fiers de participer. Merci Laure. Et Emmanuel Generali est également particulièrement attaché à la diversité et à l'égalité des chances. Est-ce que tu peux nous en donner les raisons ? Oui, parce que déjà, dans un premier temps, la diversité, pour nous, c'est 3 axes principaux. Déjà, la diversité en termes de nationalité. On est un groupe international. Tu l'as rappelé tout à l'heure dans les chiffres, il y a 80 000 personnes au niveau de Generali, donc on embauche finalement aussi bien en France qu'en Europe. Donc le sujet de la nationalité nécessaire à la constitution d'un groupe international est un élément très important pour nous. On a mis en place l'année dernière un Young Graduate Programme qui permet à un certain nombre d'étudiants en 18 mois de faire finalement 3 pays et 3 missions différentes. Donc c'est un élément qu'on souhaite promouvoir au sein de Generali. Le deuxième élément de la diversité, on recrute chaque année 1500 collaborateurs
c'est finalement d'avoir une grande diversité de profils. On est un métier d'assureur, mais finalement plus de 50% de nos recrutements ne sont pas sur le cœur de métier, qui sont la souscription ou la gestion de produits d'assurance, mais sur finalement l'informatique, la finance, l'actuariat et d'autres types de métiers. Donc ce qui nous intéresse aussi, c'est finalement d'être en situation d'intégrer des jeunes compétences. Le marketing, le digital aujourd'hui est pour nous une priorité importante. Et puis le troisième axe de diversité, c'est aussi les formations initiales. On aime bien, et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des étudiants qui proviennent de différents types d'écoles ou d'universités. Ça permet aussi de créer une richesse dans l'entreprise qui finalement nous permet de nous atteindre nos objectifs. Et puis en termes d'égalité des chances, c'est vrai qu'on essaye d'être très dynamique sur le sujet, tant en faveur des collaborateurs en situation de handicap. On a doublé depuis les 6 dernières années le nombre de collaborateurs dans l'entreprise en situation de handicap. On en est à notre 4e accord en faveur finalement de ces collaborateurs. Et puis on a aussi des partenariats pour faciliter l'intégration. On est sur la Seine-Saint-Denis, donc faciliter de l'emploi et l'intégration de jeunes qui sont sur ces territoires et qui peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés. On a notamment fait cette année un partenariat avec Passeport Avenir et Capital Filles qui permettent aussi de faciliter finalement l'accès et la proximité entre les entreprises et les jeunes. Et Emmanuel, l'an passé, tu as vécu personnellement ton premier challenge. Quel est le regard que tu portes sur ce grand dispositif de marque employeur ? Bon, on est parti, c'est vrai que c'est notre 10e édition. Donc notre directeur général Éric Lombard nous avait fixé l'objectif d'être finalement l'employeur de référence dans l'assurance à 10 ans. Donc ça permet de se donner un peu le temps. Et c'est vrai qu'on a trouvé à travers le challenge du monde des grandes écoles un événement unique, singulier, qui permet à la fois de mobiliser les équipes internes. On avait l'année dernière sur le stand la directrice de l'audit, du marketing, du digital qui était présente pour finalement recruter des collaborateurs. On avait plus de 100 collaborateurs qui ont participé. C'est vrai que c'est une vraie dynamique au sein de l'entreprise. Et puis il y a aussi des effets insoupçonnés. Je sais pour certains d'entre vous qui étaient l'année dernière, donc notre DRH qui a beaucoup plus de cheveux gris que moi et quelques kilos en plus, s'est engagé finalement à courir le 10 km. Il a réussi finalement à aller jusqu'au bout. Il est arrivé bon dernier, soutenu à la fois par toute l'équipe de Generali, un certain nombre d'étudiants, et puis aussi Stéphane qui était là pour l'accompagner. Et puis depuis, il court tous les week-ends, il a perdu 20 kilos, et il aime nous rappeler quotidiennement que quand on veut, on peut. Je pense que c'est ça aussi, le Forum des grandes écoles, à la fois pour les entreprises et puis pour l'ensemble des étudiants qui sont à la recherche d'un emploi. Mais tu as bien compris aussi que donc, chez Generali, le dirigeant qui fait la conférence de lancement court le 10 km avec les étudiants, Charletti. J'avais pas compris ça, mais... Oui, ça. Pour vous, la diversité est d'abord un facteur de performance. Est-ce la raison pour laquelle EDF diversifie largement ses recrutements ? Oui, je crois qu'on a dit de donner les différents aspects de la diversité, mais quand on est dans une entreprise et qu'on s'adresse à des managers et qu'on leur demande de diversifier leur recrutement, ce n'est pas un impératif moral ou un impératif de société, hein, c'est d'abord un impératif de performance. Parce que finalement, la diversité, travailler avec des collaborateurs qui sont différents de vous, parce que vous savez, la nature humaine dans le recrutement, c'est facile, hein, vous vous reproduisez, vous clonez. Et donc, il faut leur expliquer qu'il ne faut pas faire ça, mais il faut leur dire pourquoi. Parce que finalement, quand vous avez des gens différents dans votre équipe, eh bien, vous sortez de votre zone de confort, vous vous remettez en question, vous allez finalement être beaucoup plus innovant et vous êtes capable de mieux participer à la transformation de la société dans laquelle vous êtes. La diversité, c'est d'abord un facteur de performance parce qu'il permet de s'adapter mieux et plus vite à l'environnement qui nous entoure. Et l'environnement, il bouge très très vite. Donc la diversité, c'est vraiment un impératif de performance pour nos sociétés. Ça commence en particulier dans les sociétés industrielles comme la nôtre. La diversité, c'est d'abord plus de femmes dans les équipes techniques et plus de femmes dirigeants. Donc notre président Jean-Bernard Lévy, qui est arrivé il y a quelques mois maintenant, vient de prendre une décision pour doubler le nombre de femmes dirigeants à l'horizon 2018. C'est vraiment un impératif parce que toutes les études le montrent, c'est que quand on a plus de femmes dans les équipes dirigeantes, eh ben, les équipes dirigeantes sont plus performantes. C'est tout simple. Bien sûr. Alors, ouais, mais c'est vrai. En général, ça marche, ça. Hein. Alors, Louis, EDF a, l'an dernier, participé à son tout premier challenge du monde des grandes écoles et universités. Quel retour d'expérience pourriez-vous nous donner ? Alors oui, en fait, ça sera notre deuxième participation cette année. Et jusqu'à présent, nous avions un événement que je qualifie de propriétaire, hein, puisqu'on avait un événement que nous organisions depuis 7-8 ans qui s'appelait Energy Day, où nous faisions venir à peu près 2000 étudiants. Et nous avions une grande mobilisation autour de cela.
Ça marchait bien, mais on a voulu se renouveler, on a voulu se diversifier, on a voulu se remettre en cause, et on a participé donc l'année dernière avec beaucoup d'enthousiasme, et on a été ravis de participer à cet événement parce que c'est un événement original, convivial, où on est confronté à d'autres collègues, d'autres entreprises, et on apprend avec cela. Et bien sûr, cet événement, il est fantastique par sa relation avec le sport, avec les valeurs que véhicule le sport. Ça a été dit plusieurs fois, hein, les valeurs du sport sont aussi des valeurs de l'entreprise, les valeurs de respect, de responsabilité, d'engagement, de dépassement. Et puis EDF, nous sommes particulièrement sensibles à un point, c'est l'handisport. La sensibilisation qui est faite sur l'handisport. EDF est depuis très très longtemps partenaire privilégié de la Fédération française de handisport avec son président Gérard Masson, et nous avons beaucoup d'athlètes de haut niveau, des handiathlètes qui sont dans nos équipes, et c'est vraiment un moment extrêmement important pour sensibiliser nos collaborateurs à cette question. Merci. Christophe, la SNCF attache aussi une grande importance à la diversité de ses recrutements en embauchant des personnes en situation de handicap, des jeunes également, issus de quartiers sensibles, également des femmes, dans les métiers techniques. Oui, alors, oui, on embauche également des femmes, mais c'est assez... c'est assez difficile. Non, c'est assez difficile, évidemment, parce que... tout a été dit sur la diversité, c'est un facteur de performance, on en est tous convaincus, on est dans une entreprise à la SNCF, et les autres aussi, mais c'est une entreprise de service public, c'est une entreprise ouverte sur le monde, on transporte tout le monde, on est vers tout le monde, on est dans la vie des gens. Donc je dirais, on sait que c'est vecteur de performance, effectivement, la mixité des recrutements, qu'on ait diverses contraintes, origines, ça multiplie les regards et on est plus performant. Aucun doute là-dessus de personne. Et en plus, tous les jours, on fréquente tout le monde. Il faut que, je dirais, on soit à l'image de ce qu'on produit, c'est-à-dire de la vie sociale, du lien social, de la vie à l'intérieur, enfin, du lien à l'intérieur de la vie des gens. Alors, ça se traduit par des politiques, effectivement, par des accords sur le handicap. Il y a 6500 personnes en situation de handicap à la SNCF, mais il y a aussi beaucoup de voyageurs qu'on transporte qui sont en situation de handicap. Un taux de femmes dirigeante qui est satisfaisant, mais c'est bien le seul endroit, puisqu'effectivement, dans les métiers techniques, on a beaucoup de difficultés à attirer des femmes, puisqu'il n'y en a pas assez dans les écoles, et on veut leur expliquer effectivement que nos métiers sont des métiers d'avenir et des métiers motivants. Il y a à peu près 20% de femmes à la SNCF, c'est très variable, il y a très peu de conducteurs de train femmes, pour prendre l'exemple, mais on a quand même dans notre COMEX, au niveau des cadres dirigeants, 40 à 45% de femmes, donc là on arrive à avancer, peut-être que du coup on est un peu performant, mais aussi une politique vis-à-vis de tout le monde. On conduit un programme en ce moment avec des emplois d'avenir. On va embaucher 750 jeunes sans qualification et on va les qualifier, on va leur faire soit une alternance, un apprentissage, soit leur apprendre un certain nombre de choses pour qu'ils aient un vrai métier ferroviaire. Et donc ça, c'est aussi des programmes sur lesquels on est très sensible. S'adresser à tout le monde partout, on est partout, dans tous les endroits de la cité, que ce soit effectivement les villes, les campagnes, les banlieues, on est partout et on doit représenter tout le monde. Vous dites souvent, Christophe, que les métiers de la SNCF sont encore méconnus. Est-ce la raison principale de votre arrivée au sein du Challenge du Monde des grandes écoles ? Je crois que, alors, tout à fait, ça c'est une raison importante, je l'ai dit tout à l'heure, on connaît très très peu les métiers de la SNCF. Si on prend les métiers de la régulation, faire circuler tous ces trains en même temps, c'est les métiers qu'on appelle nous de la circulation, c'est les métiers que personne ne connaît, qui sont passionnants. Alors moi je ne comprends rien, parce que je ne suis pas ingénieur, donc je vais dans les centres de commandement. Je trouve ça c'est magique pour moi, c'est la NASA à chaque fois, donc c'est formidable. Donc il y a des métiers très peu connus, il y a tout un tas de métiers différents, mais il y a aussi une autre raison à notre investissement nouveau. On va découvrir cette opération, il y a une double raison. D'abord, je reprendrai ce que disait Stéphane, nos métiers, c'est un peu ce qu'il disait sur le sport, c'est de l'engagement et des règles. Voilà. Donc nous, on n'est pas dans le créatif pur. Le train, il faut qu'il parte à telle heure et qu'il arrive à telle heure. Donc il y a des règles, mais il faut s'engager énormément pour que ces règles, elles nous servent à assurer une qualité de service. Et ça, c'est tout à fait l'esprit du sport. Voilà, quand on fait un sport, il y a un règlement, il y a un arbitre. Nous, l'arbitre, c'est vous, c'est le public. Et puis, il y a des règles de sécurité, des règles de fonctionnement. Et il faut s'engager pour faire fonctionner ça à l'intérieur. Puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'effectivement, on est très connu, on connaît toujours les trains qui arrivent en retard, mais on a des milliers de collaborateurs qui parlent avec passion de leur métier. Et autant on a envie de montrer aux étudiants
nos savoir-faire, nos métiers, autant on a envie aussi que nos collaborateurs puissent en parler. Parce que quand ils en parlent, c'est beaucoup plus intéressant, c'est passionnant et ça fait partie aussi de la fierté qu'on veut donner aux gens de la SNCF, de pouvoir parler de leur métier, de pouvoir parler de leurs compétences, de pouvoir parler de leurs challenges quotidiens. Et dans cette opération, pour nous, c'est une dimension très importante. Merci Christophe. Stéphane, un mot rapide pour conclure cette première table ronde? Oui, j'ai parlé de sport et recrutement, des valeurs partagées qui ont été rappelées, de dépassement, notamment de respect des règles. Je voudrais rebondir par rapport à la question de la diversité et à quel point, là aussi, le sport et l'entreprise peuvent se retrouver, parce que la première vraie expérience de diversité, avec toute la difficulté qu'elle peut comporter, puisque quand on est dans la diversité, on est différent, on n'a pas forcément les mêmes règles, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes habitudes, et il faut trouver des petits ajustements mutuels sans arrêt. Et la première vraie expérience de diversité pour moi, ça a été la première fois que j'ai pris une licence dans un club sportif. Non pas que l'école, l'école de la République que j'ai pu fréquenter, j'ai grandi à Saint-Denis d'abord, mes 10 premières années, ma mère était institutrice, puis après dans le Val d'Oise, donc il y avait cette diversité-là. Mais à l'école, vous pouvez choisir la personne avec qui vous allez sympathiser, avec qui vous allez, à côté de qui vous allez vous asseoir. Quand vous faites des travaux en groupe, vous allez pouvoir choisir encore. Sur le terrain sportif de la ville, vous ne choisissez pas. Et donc c'est toute la ville qui se retrouve et vous allez devoir construire ensemble, même dans un sport comme le mien dit individuel, vous êtes dans un groupe d'entraînement avec des gens qui ont eu une éducation chez eux, qui est la leur, et puis vous en avez une autre et vous allez devoir trouver des ajustements mutuels pour fonctionner, avoir un objectif commun, ou à défaut, même dans un sport individuel comme le mien, des règles communes qui permettent à chacun de pouvoir s'épanouir. Donc c'est un terrain formidable et je crois que c'est aussi pour ça que les entreprises sont regardantes dans les CV des étudiants sur ces aspects aussi d'engagement sportif, pour la notion d'engagement dépassement, mais aussi pour cette expérience unique que représente la pratique sportive dans un club d'une commune. Merci à tous. Stéphane, tu restes à mes côtés pour la deuxième table ronde. Je vous remercie.